Merci, Monsieur le Président, cher docteur, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le recteur de la Grande Mosquée, Mesdames et Messieurs en vos différents grades et qualités, je n'ai pas encore vu tout le monde. À quelques encablures de l'Assemblée nationale au Palais de justice de Paris se tient en ce moment même, se poursuit le procès des attentats du 13 novembre 2015, ces attentats qui, au Bataclan et dans les rues de Paris, avaient fait 131 morts. Ce procès va devoir permettre de juger les terroristes qui ont survécu à l'assaut de nos forces de l'ordre, ainsi bien sûr que leurs complices. C'est finalement la victoire de l'état de droit et de la démocratie qui sont et qui seront toujours les plus forts. La lutte contre le terrorisme islamiste, c'est une grande priorité du gouvernement français et singulièrement du ministère de l'Intérieur. Et cette lutte, elle exige de nous une mobilisation totale et collective. Sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, avec l'engagement des forces de sécurité, des services de renseignement, avec l'appui de la justice, nous menons sans relâche ce combat et nous ne renoncerons jamais à traquer les ennemis de notre République et de l'humanité qui attaquent notre mode de vie, les valeurs de tous les êtres libres, la démocratie, la séparation du religieux et du politique, la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'expression et de création, l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous nous opposerons donc toujours à leur haine aveugle, à l'intransigeance républicaine. À leur projet de séparation et de division, nous opposerons l'unité de la nation, celle qui rassemble les Françaises et les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction, et nous répondrons toujours à leur projet de soumission, par la défense obstinée de la liberté. Lors des 3 premiers volets de ce sommet, vous avez débattu du séparatisme islamiste, de la laïcité, de la lutte contre le terrorisme à l'échelle européenne et du djihadisme en ligne. Et aujourd'hui, vous allez aborder le bilan géostratégique de 20 ans de guerre contre le terrorisme. Ma venue ici auprès de vous aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de faire un point sur cette menace vue de Paris et de rappeler que nos forces œuvrent quotidiennement à la lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il nous faut avant tout rendre hommage au travail remarquable, quotidien, acharné de ces femmes et de ces hommes, des forces de sécurité, des services de renseignement qui mettent tout en œuvre pour nous protéger et pour garantir notre sécurité. Ce travail minutieux, opiniâtre, souvent dans l'ombre, il a permis de contenir la menace terroriste persistante sur notre territoire. Vous le savez, depuis janvier 2017, la France a connu 14 attentats terroristes islamistes qui ont causé 25 morts et 83 blessés. 3 attentats en 2017, 3 en 2018, 1 en 2019, 6 en 2020, 1 en 2021. Mais dans le même temps, je tiens à rappeler ici que les services français sont parvenus à déjouer 36 attentats. 20 en 2017, 7 en 2018, 4 en 2019, 2 en 2020 et 3 en 2021. La menace, elle demeure donc, on le voit, et vous l'avez partagé avec Laurent Nunez, elle demeure à un niveau extrêmement élevé. Et cela nous oblige à maintenir notre plus grande vigilance, même si bien sûr les préoccupations des Français sont beaucoup tournées ces derniers mois. Et c'est normal, vers la crise sanitaire, vers les inquiétudes économiques ou vers les préoccupations liées à la sécurité du quotidien. Mais cette menace, elle concerne la France, elle concerne aussi nos voisins et nos amis européens. La fusillade du 2 novembre 2020 à Vienne, par exemple, ou les attaques au couteau commises à Dresde le 4 octobre 2020, à Londres le 26 juin 2020, de même que plus récemment l'interpellation de plusieurs porteurs de projets terroristes en Allemagne ou au Danemark au cours des dernières semaines, démontrent l'actualité de la menace terroriste en Europe. Au-delà de son intensité, j'aimerais rapidement revenir avec vous sur les différentes composantes de la menace et sur leur évaluation par les services. D'abord, le travail d'anticipation, de détection, d'identification de la menace, on le sait, il est complexe et difficile, mais il l'est de plus en plus, parce que nous sommes confrontés à des profils très différents, des profils protéiformes, sympathisants de la cause djihadiste, détenus radicalisés, condamnés pour terrorisme ou complicité de terrorisme, individus parfois à profil psychiatrique. Et aussi de plus en plus des individus adeptes d'un islam radical, vulnérables peut-être, mais sensibles à la propagande, mais non nécessairement membres d'un réseau constitué. Ce sont les agents de ce djihadisme d'atmosphère que décrit Gilles Kepel. Et nous avons vu avec le terrible assassinat du professeur Samuel Paty, ce jeune homme qui s'est radicalisé manifestement devant son téléphone en consultant des sites internet. Et ces individus, ils sont souvent isolés, sans ancrage réel. Parfois même, ils ne fréquentent aucun lieu de culte. Ils sont inconnus des services de renseignement. Ils se radicalisent seuls, sans avoir de contact
personnel, intuitif personnel, avec une organisation terroriste. Et s'il s'en réclame, c'est souvent par, entre guillemets, opportunité. Et la totalité des passages à l'acte depuis les attentats de novembre 2015, ils relèvent de cette logique. Ils sont le fait d'individus qui n'ont jamais séjourné dans la zone syro-irakienne. Sur les 9 derniers attentats commis sur notre sol, aucun n'a été commis par un individu connu des services de renseignement français. Les services de renseignement qui assurent aujourd'hui le suivi de pas moins de 7500 individus inscrits au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Ils sont donc mis au défi finalement, de pouvoir détecter les nouvelles menaces dont les auteurs et dont les modes opératoires ne sont pas connus, ne sont pas toujours similaires et ne peuvent pas, par définition, donc faire l'objet d'une surveillance ciblée. C'est une tâche qui est particulièrement difficile et délicate, elle nous mobilise pleinement. Bien sûr, la menace exogène, celle qui vient des théâtres extérieurs comme en 2015, elle reste possible. La défaite militaire de l'État islamique l'a affaiblie, mais elle continue d'exister. Et cette permanence est notamment due à la forte capacité, hélas, de résilience de l'État islamique qui avait anticipé sa défaite en adaptant sa structure, en assumant une forme de retour à la dite clandestinité, en favorisant l'exfiltration de ses principaux cadres et en faisant évoluer sa stratégie, sa rhétorique de propagande et même ses réseaux financiers et logistiques. Les tentatives d'exfiltration des combattants vers la France, qu'il s'agisse au demeurant de combattants originaires de notre pays ou de ceux qui essayent de s'y installer de manière irrégulière, sont prises très au sérieux. Si les flux migratoires se sont réduits par rapport à 2015-2016. Si les dispositifs de criblage mis en place ont considérablement été resserrés, notamment en lien avec les préfectures et l'OFPRA, je veux dire qu'au moins 3 affaires ont, depuis octobre 2018, montré la prégnance de ce risque de relocalisation. Face à cette menace qui se maintient à un haut niveau et dans laquelle les acteurs isolés jouent un rôle prédominant, le gouvernement a œuvré, et ce depuis 2017, avec une très grande détermination, au renforcement des dispositifs de lutte contre la menace terroriste. Je veux dire que nous l'avons fait en continuant avec le soutien du Parlement à augmenter les moyens à la disposition des services spécialisés en matière de lutte antiterroriste, notamment les services de renseignement. Au total, 1000 postes supplémentaires dans ce service ont été créés depuis l'élection du président de la République. Mais les moyens humains, on le sait, ne font pas tout. Nous avons, depuis 2017, veillé à ce que les services, et ce malgré la sortie de l'état d'urgence, puissent garder la capacité juridique d'agir efficacement, bien évidemment toujours dans le respect de l'état de droit. Les nouveaux dispositifs prévus par la révision des lois dites SILT et renseignement, avec la promulgation de la loi du 30 juillet 2021, pérennisent et adaptent certaines mesures de la lutte antiterroriste qui étaient expérimentées depuis 2017. Périmètre de protection, fermeture des lieux de culte qui diffusent un discours de haine, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les fameuses MICAS, et visites domiciliaires. Cette nouvelle loi, elle crée de plus une mesure de sûreté pour les terroristes sortant de prison. Elle renforce la loi de 2015 sur le renseignement, avec notamment un recours accru aux algorithmes. Et en même temps que nous nous sommes dotés de moyens nouveaux contre le terrorisme, nous avons décidé de nous attaquer résolument au terreau du terrorisme, c'est-à-dire l'idéologie islamiste. C'est l'objet de la loi confortant le respect des principes de la République qui a été adoptée cet été. Et cette loi nous donne des outils pour lutter contre l'entrisme des islamistes dans les différents secteurs de notre société. Parce qu'il nous faut combattre cette nouvelle forme d'entrisme dans le champ religieux, nous avons donc fait voter la transparence dans le financement des cultes. Pour protéger le secteur éducatif, nous avons renforcé l'encadrement des établissements privés hors contrat et de l'instruction à domicile. Pour mieux préserver le domaine associatif, nous imposons désormais aux associations qui reçoivent une subvention publique la signature obligatoire du contrat d'engagement républicain que nous avons mis en place avec les associations et avec les associations d'élus. Il sera mis en œuvre à partir du 1er janvier prochain. Notre mot d'ordre, grâce à ce contrat, c'est de dire que nous ne voulons pas 1 euro d'argent public pour les ennemis de la République. Enfin, pour protéger la sphère privée, nous nous sommes dotés de nouveaux moyens pour renforcer la dignité humaine, préserver l'égalité femmes-hommes. Je pense à la question des mariages forcés, la polygamie, des certificats de virginité, de l'inégalité en héritage, autant de pratiques contraires à la dignité des femmes et très souvent promues par les islamistes. Nous avons aussi musclé notre combat contre la présence islamiste sur Internet et sur les réseaux sociaux. Une unité de contre-discours républicain a été créée, nous l'avons mise en place et elle lutte pied à pied contre la propagande islamiste dans l'espace numérique.
Le dialogue avec les plateformes sur le sujet de la haine en ligne a été renforcé. Notre instrument de signalement Pharos est désormais opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des effectifs doublés. Nous avons remobilisé le groupe permanent de contact qui avait été créé par Bernard Cazeneuve, que je salue et que nous avons remis en place. Et nous avons créé un parquet national dédié à la haine en ligne et instauré un délai de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations relatives à la vie privée. Notre mobilisation, vous le voyez, est totale. Ne l'oublions pas, le professeur Samuel Paty avait été désigné comme une cible via les réseaux sociaux et c'est ce médium qui a permis le passage à l'acte. Alors, moyens humains, moyens juridiques d'agir sur le plan national, tout cela est essentiel et je dirais même fondamental, mais tout cela ne suffit pas, bien évidemment. Et depuis 2017, face au caractère évolutif, face au caractère protéiforme, et vous l'avez parfaitement étudié dans vos débats de la menace, je crois que le travail de coopération au niveau européen et au niveau international s'est aussi adapté vers plus de fluidité, de partage d'informations et donc d'efficacité. Alors il revient bien évidemment aux États membres, au premier chef, de lutter contre le terrorisme. Les attentats terroristes perpétrés ces dernières années, cependant, ont montré que la sécurité, c'était également une responsabilité commune et qu'il nous fallait l'assumer ensemble. C'est ainsi qu'à la suite de la vague d'attentats de 2015, l'Union européenne a décidé d'adopter diverses mesures pour permettre de mettre un terme au terrorisme, des mesures qui visaient à renforcer le cadre juridique européen pour mieux prévenir ces attentats terroristes, mais aussi à s'attaquer au phénomène des combattants étrangers ou à lutter contre le financement du terrorisme et faciliter l'échange d'informations opérationnelles. Parmi ces mesures, je voudrais en citer une récente concernant la lutte contre les phénomènes de radicalisation en ligne, qui est un phénomène, je l'illustrais précédemment, qui s'est aggravé ces dernières années. Comme vous le savez, Internet, les réseaux sociaux facilitent la communication transfrontière des terroristes et ils amplifient la propagande terroriste et la propagation de l'extrémisme. Alors pour faire face à ce phénomène dangereux, dès mai 2021, le Parlement a voté un règlement relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Les autorités compétentes des États membres seront donc habilitées à émettre des injonctions de suppression à l'intention des fournisseurs de services, contraignant ceux-ci à supprimer les contenus à caractère terroriste ou à en bloquer l'accès dans un délai d'1 heure. Cependant, je crois qu'il nous faut aller plus loin. Un nouvel épisode a considérablement suscité l'émoi dans l'opinion française, à juste titre. Je veux parler de la campagne sur le voile, intitulée « La liberté est dans le hijab » et portée par le Conseil de l'Europe, financée par la Commission européenne, à hauteur de 300 000 €. Cette promotion du port du voile comme un élément identitaire et comme un élément de liberté nous semble totalement déplacée et choquante. C'est une chose de défendre la liberté de conscience, de défendre la liberté de culte, de défendre le choix de chaque citoyen et de chaque citoyenne. C'en est une autre de vanter et de promouvoir une tenue communautaire en contribuant à reléguer les femmes à un rôle particulier. Avec mon collègue Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des relations des affaires européennes, nous avons saisi Madame la commissaire à l'égalité et la lutte contre les discriminations au niveau européen afin de lui demander de s'expliquer sur cela. Et puis par ailleurs, nous nous insurgeons sur le fait que la France mène un travail important pour dissoudre des organisations islamistes ou proches de l'islamisme, le CCIF, Baraka City, le collectif de fake Cheikh Yassine, et qu'à peine nous avons réussi à dissoudre ces organisations, vont-elles frapper à la porte des institutions européennes pour leur demander protection et financement. Nous ne pouvons pas laisser passer cela plus durablement. Mesdames et messieurs, telles sont les priorités qui nous guident dans notre engagement constant contre le terrorisme d'inspiration islamiste. L'islamisme contre lequel nous combattons, faut-il le répéter ici, n'est pas l'islam. Nous ne luttons pas contre une religion. De millions de nos concitoyens et de nos concitoyennes musulmans vivent dans le plus profond respect des valeurs de la République et de ses lois. À l'inverse, l'islamisme est un projet politique. Ce projet, c'est détruire notre société de liberté pour lui substituer une société entièrement régie par la charia. Et c'est contre cela que nous sommes mobilisés, en faisant bien la différence entre les partisans de ce projet totalitaire et l'immense majorité de nos concitoyens de foi musulmane qui vivent en parfaite harmonie. Et je crois toujours important de rappeler que les musulmans sont dans le monde les premières victimes de l'islamisme et c'est à eux en premier lieu que devrait bénéficier notre combat. Un dernier mot, l'islamisme frappe tous les continents. Je crois qu'il n'a rien à voir avec les conditions sociales ou économiques de tel ou tel pays. C'est au contraire un phénomène global de contestation violente de notre société au nom d'une interprétation dévoyée de la religion. Mais la France, c'est vrai,
est particulièrement ciblée, nous le savons. La France est ciblée parce qu'elle est l'un des principaux pionniers et promoteurs de cette société démocratique que les islamistes détestent tant. La France représente à leurs yeux ce qu'il y a de plus insupportable, la mise en débat permanente de la vérité, l'affirmation laïque que les religions n'ont pas à dicter les lois de l'État, l'émancipation des femmes, la liberté sexuelle, le droit de caricaturer, de rire, de blasphémer, les mariages mixtes, la liberté d'expression et de conscience, et j'ajouterais la lutte contre l'antisémitisme. Tous ces traits qui font notre modèle de société et dont nous sommes fiers, nous devons les défendre et les revendiquer avec plus de force que jamais. Je crois que c'est aussi par là que passe notre combat. Je vous remercie.